On retrouve sur le marché trois types principaux de bancs de scie. Le premier est le type portatif qu'on appelle d'établi. Ce sont des plus petits modèles de bancs de scie. Le moteur est ce qu'on appelle aussi à entraînement direct, c'est-à-dire que la lame se fixe directement après la tige qui sort du moteur. Ce système cause quelques petites limitations. Premièrement, l'inclinaison de la lame peut être limitée. Deuxièmement, si on utilise une lame à ranurer, on doit faire très attention car une lame à ranurer enlève beaucoup de matière et a beaucoup de vibrations et ces vibrations sont directement transmises dans le moteur. Notre table de travail étant plus limitée, les grosses pièces sont plus difficiles à manier et le guide à refendre est aussi plus petit naturellement à cause de la table. Mais on peut quand même modifier notre banc de scie pour faire de la belle ouvrage, se bâtir une table alentour de notre banc de scie et on peut aussi rajouter une pièce à notre guide à refendre pour lui donner plus de volume. Le deuxième style de banc de scie est le style qu'on appelle contracteur. Un banc de scie contracteur est composé d'un cabinet que l'on retrouve sur 4 montants. L'avantage du modèle contracteur, premièrement, le moteur est à l'extérieur de notre cabinet. Donc, l'entraînement est par courroie. Donc, l'utilisation de lame à ranurer, aucun problème car la courroie va absorber les vibrations. Et aussi l'inclinaison de la lame, aucun problème encore une fois, étant donné que le moteur est à l'extérieur du cabinet. Maintenant, au niveau de table de travail aussi, on retrouve dans un certain standard qui est d'environ de 20 à 27 pouces de table de travail. On peut aussi y rajouter toutes les tables d'extension, les tables coulissantes qui sont disponibles sur le marché. Et le moteur lui-même aussi est souvent un petit peu plus fort. On parle habituellement d'un moteur de 2 forces. Maintenant, le troisième modèle est le modèle que j'ai ici, qui est un modèle cabinet. Encore une fois, j'ai ma grande table de travail de 20 par 27. Le modèle cabinet, finalement, est une table qui est sur un cabinet bien fermé. Le moteur est à l'intérieur, mais le cabinet est énorme, donc l'inclinaison, aucun problème. Par définition, un modèle cabinet devrait avoir un moteur de 3 forces. On retrouve aujourd'hui sur le marché des modèles hybrides. Donc, on a un cabinet, mais les moteurs intérieurs sont un petit peu moins forts. On parle d'une force 3/4 à 2 forces. Mais naturellement, au niveau de cabinet, le look est vraiment là. L'avantage du 3 forces, les moteurs sont plus forts, 3 forces, sont faits pour travailler plus durement, plus longuement aussi. On a aussi un entraînement à courroie, mais l'entraînement souvent se fait 2 ou 3 courroies pour bien transmettre la force du moteur à notre lame. Si on regarde les composantes du banc de scie, bien ma table, qui est ma surface de travail, doit être constamment bien entretenue. On parle de bien protéger notre table, qui est souvent en fonte, qui compose aussi une grosse partie du poids de notre banc de scie. Donc, on ne doit jamais déposer de verre ou quoi que ce soit pour faire des cernes qui pourraient rouiller notre fonte. Et étant donné qu'on glisse notre bois dessus, bien de bien traiter notre fonte avec les produits qui sont disponibles sur le marché pour avoir une belle surface bien glissante. La plaque lumière, elle, est très importante aussi. La plaque lumière, on peut soit utiliser la plaque lumière qui vient avec le banc de scie, mais encore mieux est de se faire sa propre plaque lumière. C'est-à-dire qu'on va prendre une matière qui aura la bonne épaisseur. Nous allons utiliser la plaque qui vient avec le banc de scie pour en découper sa dimension, l'insérer à sa place et faire une fente avec notre lame. De cette manière, la fente aura exactement la largeur de notre lame et l'épaisseur. Donc, les petites coupes que nous allons faire, les petits morceaux de bois, ne pourront pas être insérés ou partir dans notre banc de scie lors de notre coupe. Pour faire l'ajustement des composantes du banc de scie, je dois installer une lame. Alors, lorsqu'on installe une lame, on s'assure que les dents sont vers moi, car la rotation est vers moi. On installe la lame, la plaque qui retient la lame, et nous allons serrer le tout avec le boulon. Le sens de serrage est contraire à la rotation.
Et nous n'avons vraiment pas besoin de serrer très très fort le boulon. Seulement tenir la lame et un petit coup de serrage et c'est tout. Lorsque nous allons démarrer notre bande ici, le tout va vraiment bien se serrer. Si on serre trop fort, enlever la lame va être sérieusement trop difficile. Maintenant que j'ai ma lame, je vais pouvoir ajuster et vérifier mon bandissi. Premièrement, je dois m'assurer que les fentes de mon dessus de bandissi est bien parallèle à ma lame. Pour ce faire, je choisis une dent. Je relève la mesure à l'avant entre ma dent et ma rainure. Je garde la même dent. J'arrive en arrière et je prends une autre mesure. Et cette mesure doit être parfaitement identique. Sinon, on doit ajuster mon dessus de table. Donc, on le dévisse et on joue avec notre dessus jusqu'à temps que la mesure soit absolument parfaite. On doit aussi s'assurer que la lame est bien d'équerre. Donc, avec un équerre de machiniste, un équerre qui est bien d'équerre, on doit vérifier que notre lame est parfaitement d'équerre. Ensuite, on doit installer le couteau séparateur. Et aujourd'hui, il existe le petit couteau séparateur. Et ces couteaux doivent être parfaitement alignés avec la lame. Donc, lorsqu'on installe le couteau, on peut visuellement enligner le couteau avec la lame, mais encore mieux est de prendre une pièce de bois, la refendre, et lorsque notre pièce de bois dépasse bien notre couteau, on éteint le bandissi et on regarde le couteau séparateur se retrouve où dans notre fente. S'il est trop d'un côté ou de l'autre, on peut simplement ajuster notre couteau pour bien le positionner. Maintenant, pour le protège-lame, habituellement, lui tombe vraiment à son endroit. Mais si jamais nous avons un ajustement à faire, nous avons simplement à l'installer et voir si il dégage bien la lame. Ensuite, le prochain ajustement serait mon guide à refendre. Mon guide à refendre, comme ma rainure, doit être parfaitement parallèle à ma lame. Naturellement, on pourrait prendre simplement ma rainure et m'assurer d'être parallèle fente à mon guide. Mais moi, je préfère vérifier mon ajustement avec ma lame. Donc, de cette manière, je suis sûr d'être bien parallèle. Même ouvrage que tantôt. On se choisit une dent, on relève une mesure et on ramène le tout à l'arrière. L'ajustement de votre guide à refendre peut dépendre de votre modèle de guide à refendre, donc on vérifie le manuel d'utilisateur. La dernière composante à ajuster est le guide à tronçonner. Très simple, le mettre à l'angle que l'on veut tronçonner, soit 90 degrés ou autre. Mais on peut aussi y rajouter une pièce pour y donner un petit peu plus de dimension. Maintenant, on doit regarder l'utilisation de notre bandissi. Alors, la première étape qu'on fait habituellement est de refendre. On place le guide à refendre à l'endroit voulu. Habituellement, on devrait être placé à gauche de notre lame. Donc, mon corps est à gauche de la lame. Et la pièce doit être bien appuyée contre mon guide lorsque je vais faire ma coupe. Mon regard sera sur ma pièce et mon guide pour être sûr que ma pièce est bien appuyée sur le guide. Naturellement, on garde une vue d'ensemble de voir ce qui se passe. Ma main, elle, va être collée sur mon guide et j'aime bien, avec un doigt, tenir mon guide, ce qui me permet d'avoir plus de force pour coller ma pièce sur mon guide. Si la pièce est trop petite ou la coupe que l'on fait est quand même petite, on doit terminer la coupe avec un poussoir pour dégager la lame de notre pièce. Naturellement, à toutes les coupes, on doit s'assurer
que notre pièce est bien dégagée de notre lame. On ne doit jamais laisser de pièce entre la lame et notre guide, car on pourrait causer ce qu'on appelle un recul. Donc, la pièce pourrait être coincée et éjectée vers l'arrière. Naturellement, durant cette opération, le protège-lame est bien sur notre banc-ci, donc protège notre lame, nous protège de la lame. Pour tronçonner, c'est simple, on doit bien tenir notre pièce sur notre guide. Personnellement, j'aime bien regarder ma pièce et mon guide. Je fixe des points pour m'assurer de ne pas bouger gauche-droite ma pièce. Donc, une bonne pression. Et encore une fois, lorsque je coupe,